Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon bilan lecture du mois de janvier. Alors je vais un petit peu tricher dans le sens où comme il y a pas mal de mes lectures qui étaient pour le Cold Winter Challenge, si on les enlève, surtout moi j'en ai pas énormément, mais du coup j'en ai qui datent de décembre dont je voudrais vous parler, donc je vais aussi je vais faire un petit récap sur des précédentes lectures. Je vais commencer par les plus anciennes et puis après je viendrai à celle de janvier au fur et à mesure. Comme ça après on va être à jour pour vraiment commencer les prochains mois. Je vais commencer par le tome 1 et le tome 2 de Dream Arbor, donc le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore et la librairie du Cinnamon Roll de Laurie Gilmore aux éditions HarperCollins, que j'ai découvert l'année dernière lorsqu'ils sont sortis, je crois que c'est à partir de septembre ou d'octobre qu'ils sont sortis, en tout cas pour le tome 1, et je les attendais avec impatience parce que c'est souvent que je les vois passer sur les médias pour notamment le Pumpkin Autumn Challenge qui a lieu durant la période automnale, et à chaque fois les couvertures étaient trop belles, le nom un peu Gilmore aussi, voilà, ça attisait ma curiosité et franchement j'ai pas été déçue. C'est des lectures très belles qui font du bien aussi, qui vous vident la tête, mais qui vous posez, vous dégustez le livre et franchement voilà, c'est tout doux, c'est réconfortant, il y a une jolie romance aussi, les personnages sont attachants, le village est bien construit, on a vraiment cette influence Gilmore Girls qui est là, qui est hyper plaisante, et puis voilà, c'est des livres tout doux et pour le coup bien écrit. J'avais un petit peu peur au niveau de la traduction, je m'attendais quand même à quelque chose d'un tout petit peu développé dans le sens où je sais pas que c'est pas bien écrit, c'est que je trouve un peu facile par rapport à ce à quoi je m'attendais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par rapport à toute la médiatisation qu'il y a eu dessus, je pensais que la plume serait un tout petit peu plus travaillée, même si là elle est très belle, les décors, les personnages, le village, le passif de chaque personnage est bien fait. Mais je m'attendais juste à un petit cran au-dessus, mais après c'est tout aussi plaisant, pour le coup on rentre tout de suite dedans et on évolue vraiment dans un très bel univers. J'ai préféré quand même le tome 1 au tome 2, celui-ci là. La librairie du Cinnamon Roll, alors j'aurais pu adorer vu que ça se passait dans une librairie, mais ce qui m'a un petit peu ennuyeux, c'est que c'est très prévisible tout de suite en fait. C'est que elle part avec une idée de base pour la romance qui est géniale, pour le développement de cette romance, mais on voit tout de suite le truc venir, à nous met le doute à des moments, mais au final c'est bien ça. Sans trop vous spoiler. Et du coup j'ai trouvé ça dommage parce que en même temps le lancer de cette romance c'est pas forcément le schéma que j'aime le plus, vers lequel j'irais, et du coup déjà ça m'a pas plus emballé que ça, mais après le développement voilà, de ces deux personnages était très intéressant, mais voilà, je trouvais que le tome 2 était un tout petit peu en dessous, le tome 3 rehausse la série, et du coup j'ai hâte de lire le tome 4 pour voir ce qu'il en est. Je pense que ce sera façon pour le printemps, étant donné que c'est quoi déjà? C'est un truc avec des fraises, je crois, le titre. Je sais plus comment il s'appelle, c'est pas grave. En tout cas voilà, super série que j'attendais avec impatience. J'ai pas du tout été déçue. Il y a des petits points voilà, en dessous, mais pas non plus des points négatifs. Franchement, foncez si vous voulez une série un peu doudou, notamment pour le côté automnal, c'est trop sympa. Il vaut mieux les commencer du coup en automne, ça rythme un petit peu les saisons. Ensuite je vais vous parler, on peut clôturer aussi une trilogie, je vais vous parler des Jumeaux Croche-Mort, le tome 3 de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc là c'est la fin de la trilogie et j'ai été un petit peu déçue, je vous avoue. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte de cette trilogie, on évolue avec les Jumeaux Croche-Mort, donc Silence et Auriel, qui ont survécu voilà, à un accident de voiture avec leur mère. Ils se retrouvent dans une famille d'accueil. À la suite de cet incident, on apprend que Silence et Auriel ont des capacités qui vont émerger. On ne sait pas trop ce qu'il en est pour l'instant, on a quelques regards, et un avocat arrive chez leur famille d'accueil, leur dit que leurs grands-parents veulent les rencontrer, veulent les récupérer. Alors énorme nouvelle parce que leurs grands-parents ils savaient pas qu'ils existaient. Donc ils se retrouvent à aller dans une sorte de ville un peu étrange, une ville d'ailleurs dont le nom aussi n'est connu que quand on y est.
Il y a aussi toute une ambiance liée à cette ville et on se retrouve dans une sorte de famille Addams qui régit tout un village, il y a toute une malédiction, il y a des morts la nuit, enfin l'ambiance est géniale, la manière dont ça a été développé c'est super aussi. On s'attache tout de suite aux jumeaux qui ont quand même un côté un peu... Enfin ils ont les cheveux noirs, les yeux bleus glacés, des peaux un peu pâles, il y a toute une ambiance aussi par rapport à leur description, à leur caractère qui est très plaisante. Et on se retrouve voilà, dans ce village, il y a tout un événement qui se prépare, sinon ça l'a un peu mis de côté par tout le monde, on ne sait pas trop pourquoi. Ça va se développer évidemment, le manoir dans lequel ils vivent, il est aussi un petit peu... Enfin il se passe des choses la nuit, franchement c'est hyper sympa si vous aimez le côté famille Addams. Le seul bémol je trouve de cette série, le tome 1 et le tome 2 sont super, le tome 3 vient un peu répondre à des questions, mais on sent qu'arrivé aux trois quarts du livre, moi j'ai l'impression qu'elle s'est dépêchée de le finir. C'est une sensation que j'ai parce que la fin arrive très rapidement, la clôture arrive aussi voilà, tout aussi vite, ça s'enchaîne au niveau des événements, des différentes actions. On arrive à ce fameux événement dont on nous parle depuis le tome 1, et en fait on n'en parle pas plus que ça, je veux dire, c'est pas plus décrit que ça au niveau de la scène ou du décor, il y a quand même quelques pages, mais je m'attendais quand même à plus, et c'est vrai que ça se finit un petit peu, voilà, ça se finit comme ça. Et du coup ça laisse présager quelque chose pour la suite, on est quand même sur une fin qui laisse présager pas mal de choses pour Silence et Henriel, et alors c'est bien noté que c'est le final, je ne pense pas qu'il y en aura d'autres, surtout qu'elle va en sortir un. J'en profite aussi pour vous annoncer du coup que lui, alors par contre j'ai plus la date de parution, mais Cassandra O'Donnell va en sortir un pour les plus jeunes encore, c'est Journal d'un crush. C'est une romance qui se passe au lycée, qui se passe à Montréal. Mais du coup je sais plus, je crois il sort en février, pardon, ça fera partie de ma pile à lire de février. Voilà, elle en sort un nouveau et du coup je pense pas que du coup les jumeaux Crochefort, de toute façon il y aura une suite. Peut-être un préquel, peut-être quelque chose lié à l'univers parce que franchement c'est génial si vous aimez le côté famille Addams, ce côté mercredi par rapport à la série. Ça va vous plaire, mais la fin du tome 3 et du dernier volume, voilà, on reste un peu sur notre fin et c'est dommage pour le coup. Mais sinon c'était une super trilogie à découvrir. On va continuer un petit peu en jeunesse parce que j'en ai deux à vous présenter que j'ai découvert assez rapidement, enfin que j'ai découvert là aussi en fin d'année. Le premier c'est pour les 9-12 ans, c'est Stella et le musée des ratés de Kamel Benaouda aux éditions Pépix. Voilà, qui est un petit livre très sympa, pas énormément de pages pour le coup. On est sur une 150aine de pages, ça se lit vite. Vous avez aussi des illustrations avec le texte. C'était très sympa, c'était une belle découverte. En fait, on suit Stella qui est une jeune fille qui loupe tout. Franchement, elle n'a pas les meilleures notes du monde en classe. Sa mère attend toujours d'elle qu'elle réussisse tout et elle en a marre un petit peu d'être la radée de service, d'avoir toujours la pression de sa maman. Surtout qu'ils habitent dans un musée en fait qui présente tous les inventeurs ratés, toutes les inventions qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas été célébrées. Et en fait, elle se plaît dans son musée, elle se dit si eux ils sont assez célèbres pour être dans un musée, moi peut-être aussi que j'y serai. Et du coup, on suit un petit peu tout ça. Il va y avoir aussi une enquête, un petit mystère lié au musée parce que sa maman souhaite justement s'en séparer, mais elle l'adore. Et du coup, elle va tout faire pour que le musée devienne célèbre. Mais du coup, elle a plein d'options qui s'offrent elle. C'est vraiment sympa. Il y a ce côté vraiment pression des cours quand on est enfant, mais enfant jeune, pas lycée. Du coup, c'est assez chouette. Non, Nilou, tu viens pas sur moi parce que j'ai mis des collants. Non. Vous avez le bonjour de monsieur. Et du coup voilà, c'était une jolie découverte. Alors Pépix pour le coup, pour justement les parents qui passeraient, Pépix, donc c'est ce petit logo là. En général c'est des lectures qui sont très légères, assez humoristiques, on rentre très bien dedans. La typographie en fait est assez large aussi, donc c'est vraiment chouette si jamais voilà, votre enfant a un petit peu de mal au niveau de la lecture, parce qu'on a une interligne qui est un peu plus espacée et en plus une typo qui change un peu. On a tantôt du grave, du l'italique, on a vraiment ce côté un peu dynamique au niveau de la typo qui est chouette. Et l'aventure est sympa aussi, et très facile à suivre. Et voilà, comme petit roman de 9-12 ans, un peu étrange, un peu enquête, mais aussi sur ce côté, c'est pas grave aussi de pas réussir quelque chose, tant qu'on croit en soi et en ses rêves, tout ira bien, il y a quand même une jolie morale, donc voilà.
On passe ensuite à une belle pépite, un gros coup de cœur que j'ai découvert aussi. Là, c'est côté un peu plus grand, à partir de 13-14 ans. Il s'agit de Héroline Marteau, grande prêtresse de l'étrange, d'Aurélie Magnien aux éditions Rouergue. Donc c'est la collection épique. En général, je m'en méfie un petit peu parce que le Rouergue fait des livres assez, je veux pas dire compliqués, mais ils ont eu des noms comme Carteron, comme Quevigué, si j'ai bien le nom. Et en général, c'est des auteurs quand même qui ont une plume, je veux pas dire trop dense, mais qui est assez soutenue. Et du coup, des fois, l'univers est très travaillé, très, très riche. Et moi, je trouve, en tout cas, à chaque fois, j'ai eu du mal à rentrer dans la plupart des livres que j'ai lus. Là, j'en ai plus à vous présenter parce qu'ils sont dans des cartons, mais je crois que les seuls où j'ai été au bout, que j'ai adoré, il y avait Falena de Alice Brier-Raquet et il y avait Doplang. C'était des légendes tibétaines avec une sorte de yéti, tout ça qui était très sympa. Et je crois que c'est tout. Parce que j'avais essayé le Quevigué il y a quelques années, j'étais pas rentrée dedans. Et là, celui-ci, bon, je m'égare un petit peu. Du coup, celui-ci, ça a été une jolie découverte. Déjà, il est pas, déjà, c'est pas un énorme pavé. On est autour de 200 pages. Héroline Marteau, c'est une jeune fille qui est au lycée, qui est un peu perchée dans sa manière d'être, sa famille aussi est un peu étrange. Et elle a une particularité, c'est qu'elle voit des gens qui sont morts. Elle peut discuter avec eux, ils lui rendent visite. Elle a vraiment sa petite troupe de fantômes avec elle. Et du coup, tout le monde la traite voilà, de la bizarre. C'est la fille bizarre du lycée et arrive de nouveau à l'école. Une fille et un garçon. Et elle se dit, bah génial, des nouvelles têtes, ils ne me connaissent pas encore, ils savent pas que je suis bizarre, donc je vais essayer d'être leur amie. Sauf que très vite, ça va pas se passer comme elle l'entend. La fille, elle est comme les autres pestes de la classe, et le garçon, bah, il se moque de temps en temps d'elle, c'est pas... Voilà, donc son plan tombe à l'eau. Mais plus elle va avancer dans l'histoire, plus elle se rend compte que bah, le jeune homme, il cache quelque chose aussi. Il est un peu bizarre, mais il a son... Nielou, non je sais que tu veux des câlins ce matin, mais non. Laisse-moi faire ma vidéo, sinon je vais jamais y arriver. Donc le jeune homme, voilà, il cache un petit truc, il a pas un petit truc en plus, mais voilà, il a un petit secret, il change de prénom quasiment tous les 2 jours. Un coup il se fait appeler Jackie Y et Jackie IE, mais t'as fini, oui. Non, attends, laisse-moi faire ma vidéo. On va jamais y arriver. Un coup Jackie E, un coup Jackie Y, et au fur et à mesure on apprend que voilà, ce garçon se pose des questions sur son genre. Et on va découvrir ça avec Héroline. Plus il y a une petite enquête avec un des fantômes, tout ça, il va y avoir quand même pas mal de péripéties. Et c'est un peu apprendre à être soi-même, à s'aimer soi-même et à être son originalité, ses goûts qui peuvent des fois différer des autres. Pas forcément être tout le temps voilà, dans la meute, hein. On peut aussi être en solitaire et ça se passe très bien. Et on a quand même cette question du genre avec ce développement de ce jeune garçon voilà, qui s'interroge, qui va prendre des décisions et c'était hyper plaisant à découvrir parce qu'il y a vraiment... c'est bien développé pour le coup, c'est bien amené et on apprend des choses aussi puisque vous avez des liens, on nous explique un petit peu le processus de certaines choses. Donc franchement, il y a un côté un peu décalé, un peu rock'n'roll qui est génial. Ce côté un peu frisson, style voilà, avec les fantômes, des petites enquêtes liées aux fantômes et cette question du genre qui est hyper bien amenée. Et voilà, franchement je vous le recommande parce que ça a été une jolie pépite. Maintenant, je vais vous parler aussi d'un début de série. On reste sur le côté ado, mais un peu plus grand quand même. C'est la série Le dernier conte de Alexiane Thiel. Donc avec le groupe de lecture, on est rendu là au tome 3, que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui parce qu'en fait j'ai du retard. Et du coup, comme je suis en plein dedans, je vais le finir et ça fera partie de mon, pas mon semi-bilan, mais dans les prochaines vidéos où je vous parle des lectures, je vais pouvoir vous en parler. Du coup, on a découvert voilà, le tome 1 et le tome 2 dans les lectures, je crois que c'est depuis... le tome 1 on l'a commencé en novembre, tome 2 décembre et du coup tome 3 voilà le dernier conte. Là on est sur le perle bleu au niveau du titre. Le dernier conte je l'avais vu passer, j'avais une cliente qui m'en parlait parce que j'ai une cliente qui aime bien prendre aussi, qui aime bien regarder un petit peu côté ado les livres qu'il y a parce que c'est souvent hyper intéressant et c'est très riche d'ailleurs, je profite pour vous le dire, la littérature jeunesse c'est à partir de pas jusqu'à tel âge. Du coup, il y a toujours plein de pépites à découvrir, même si voilà, normalement vous n'êtes plus dans cette tranche-là, il y a plein de pépites qui vous attendent. Le dernier conte en fait partie, on est sur une série, une réécriture de contes, mais
vraiment bien amené pour le coup, dans le sens où on est dans un monde voilà, où les contes ont eu lieu. Vous avez la fée marraine qui a créé des contes, donc Blanche-Neige, La Belle et la Bête, la Cendrillon, tout ça. Sauf que ce monde-là, voilà, il est régi par la magie des contes et la magie des arcanes. Sauf que la fée marraine va décéder. À ses côtés, il y a Ariane, qui est une de ses fées qui la suivait, qui est une sorte de générale. Et Ariane va se retrouver être la dernière fée en possession de cette magie des contes. Et c'est la seule qui arrive à faire encore un peu tenir le monde voilà, sur lui-même, parce que plus les jours passent depuis la mort de la marraine, plus en fait le soleil décline et laisse la place à la nuit, parce que la magie du conte est en train de s'épuiser en fait. Ariane elle n'est pas assez forte pour tout soulever toute seule, et du coup elle se dit mais pour sauver tout ça il faut absolument que je crée un conte, sauf qu'il n'y a plus aucun héros dans leur monde, ils le savent, il y a peut-être une héroïne qui s'y cache encore, mais voilà, il faut quand même un héros pour créer un conte. Et du coup elle se dit bah je vais emprunter un portail pour aller chercher quelqu'un dans notre monde à nous. Alors, elle va tomber d'abord sur quelqu'un, elle tombe en plus sur une sorte de fête un peu médiévale, donc elle se dit oh génial, un prince, c'est lui que je vais prendre. Sauf qu'en fait ça va pas du tout, et elle tombe sur Warren qui est un autre jeune homme, un peu artiste voilà dans l'âme, et c'est lui qu'elle va emmener. Sauf que lui il s'est jamais battu de sa vie, il préfère voilà discuter que jouer avec ses poings, et du coup il se retrouve embarqué dans ce monde là où en fait il retrouve les fées clochettes, les ogres, les trolls, vraiment tout son imaginaire en fait de contes de fées qu'il avait dans notre monde à nous, sauf que tout a été un peu chamboulé. Je veux dire, le conte jusqu'à ce qu'il arrive dans notre monde à nous, il y a eu pas mal de changements. Donc je pense que c'est un message pour dire que les contes ont été quand même édulcorés pour les plus jeunes, qui ont été vraiment très changés. Là on se retrouve pas forcément non plus avec la version d'origine que nous on peut connaître. C'est encore une autre version qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus déstabilisante, et franchement c'est agréable parce qu'on a ce personnage qui dit ah mais oui mais ça c'est dans tel conte, et on se dit bah oui mais en fait c'est pas le speech qu'on connaît nous. Et il se retrouve un peu malgré lui à être voilà, entraîné, formé par Ariane, il essaie de trouver un signe d'une héroïne, et en passant toutes ces aventures ensemble, parce que dans le tome 1 c'est Pomme d'Or et l'autre c'est Rose Rouge. Je vous dis pas de quel conte ça parle, comme ça vous pourrez les découvrir au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure on apprend plus sur nos contes. Warren va aussi s'endurcir aussi un petit peu, se rapprocher d'Ariane. Ariane de fil en aiguille aussi va se rapprocher de lui, mais on est vraiment sur une coopération qui se transforme en amitié, qui va se transformer sans doute en romance. J'en suis pas encore trop rendue là, mais on a une belle relation qui va se développer, qui va mûrir et qui va se métamorphoser. Et ça c'est hyper agréable, et en plus de ça bien sûr on a un univers qui est hyper riche, très bien développé, c'est pas compliqué de s'y retrouver. Cette série là franchement ça a été une jolie découverte. Là on est encore rendu voilà, au tome 3, on a déjà prévu de lire le tome 4. Il me semble qu'il n'y a que 4 volumes je crois de sortie, je crois que c'est le tome 4, c'est le dernier, et franchement c'est génial parce que c'est quand même des beaux pavés, hein. Vous en avez pour 400, ouais là on est à 360 pages, lui je crois qu'il est un peu plus. Là on est à 520 pages, ça se lit bien. Le seul petit défaut, et c'est pas non plus un énorme défaut, c'est que souvent on prend notre temps pour rentrer dans l'histoire, au niveau de l'intrigue et du rythme. Voilà, c'est doux, c'est pas lent, c'est doux. Et du coup des fois ça peut un peu déstabiliser parce qu'on glisse doucement dans le conte, dans le livre, et l'action après commence et puis on accroche tout de suite. Une fois que vous êtes dedans, vous avez vraiment du mal à le lâcher pour le coup, et ça a été franchement la découverte de 2025. Et en plus je vous ai pas de ma cliente, mais je vous ai même pas dit pourquoi je vous en parlais. C'est parce que du coup elle les a lus, elle m'a dit mais c'est trop bien, il faut que tu essayes. Et du coup voilà, c'est aussi pour ça que je m'étais dit bah, je vais me lancer, je vais le proposer sur le groupe de lecture et puis on va découvrir tout ça. Donc voilà, ça c'était une des séries qu'on a découvert l'année dernière et qui nous plaît bien. On va continuer à la suivre au fur et à mesure. Et du coup voilà. Donc ça c'est pour le dernier conte, toujours dans le côté un peu magie, mais là celui-ci je vous en ai déjà parlé rapidement. Il s'agit de Flame and Fury, que j'ai finalement du coup acheté parce que j'avais l'épreuve non corrigée, mais je voulais vraiment l'avoir dans une version, dans une jolie version, enfin dans la version de base. J'espère qu'ils feront un jour un jassage quand même parce qu'il est vraiment chouette. Flame and Fury ça a été le gros coup de cœur là de ce début d'année, je l'ai lu pour ce mois-ci. Et je m'attendais pas à autant accrocher, surtout que j'ai lu l'épreuve non corrigée. J'ai pas lu la version finale. J'ai lu celle-ci. D'ailleurs, elle est un peu
il y a un peu plus de pages dans l'épreuve non corrigée, mais bon c'est pas grave. Celui-ci, quand je vous parlais un petit peu de ma lecture, je vous avais dit qu'il y avait un niveau assez énorme et c'est le cas pour le coup. J'ai toujours peur pour les épreuves non corrigées parce que c'est une épreuve non corrigée, donc le texte n'est pas fini, il peut y avoir des coupures, il peut y avoir des ajouts, il peut y avoir plein de choses, il peut encore aussi y avoir beaucoup de coquilles et de fautes, et du coup j'ai toujours du mal à me faire une idée précise sur une épreuve non corrigée parce que c'est pas à la hauteur vraiment de ce qu'a fait du rendu final. Mais là je suis assez bluffée parce que je trouve que c'est hyper complet entre l'action, le monde, la magie, les personnages, tout est bien équilibré, on a l'intrigue, le rythme, c'est hyper bien fait. On est dans un monde donc fantasy dans lequel en fait il y a plusieurs créatures fantastiques. Les hommes ont domestiqué notamment les phénix en leur mettant en fait des colliers, sauf que ça reste des créatures assez sauvages et avec plein de classes différentes. Et il y a des courses de phénix qui sont organisées, voilà, il y a tout un système qui est très proche d'ailleurs du système des courses automobiles, et on va suivre donc comment elle s'appelle déjà, Kaylin Vara, qui est une dresseuse qui a une phénix qui s'appelle Salissa, je vais y arriver, Savita, j'étais pas loin, qui a une phénix à elle, Savita, et en fait sa phénix va concourir pour voilà, des courses automobiles, enfin des courses tout court, pardon. Et ils sont en train de faire une course quand on commence l'histoire, elle a son stratège qui est à ses côtés, elle a su un petit peu la cavalière qui est en train voilà, de concourir, sauf qu'il va y avoir un terrible accident et ils vont perdre leur cavalière. Et ils vont se retrouver, parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils ont besoin d'avancer au niveau de leur écurie, ils vont se retrouver à avoir besoin d'un nouveau cavalier. Et ce cavalier, ils vont le trouver en la personne de Warren Cooper, qui est un cavalier aussi téméraire que agaçant, qu'elle l'aime pas du tout, et en fait ils se retrouvent à faire équipe, et au fur et à mesure bien sûr il y a une romance qui va se développer entre eux. Mais ce qui est bien, c'est que la romance c'est un second plan par rapport à toute l'histoire du livre, parce que vous avez plein de petits détails, notamment voilà, la description des lieux aussi, comment ils sont faits, comment ils sont agencés, les petits détails comme la météo, comme d'autres petites choses comme la végétation aussi, mais vous avez d'autres problématiques dans le monde, notamment vous avez une maladie qui a pris beaucoup de personnes dans le monde, et ils sont en train d'essayer de trouver un remède, mais c'est très compliqué. Et bien sûr ça va venir, voilà, dans l'histoire il y a un lien, je vous dis pas lequel, mais on est dedans, et franchement c'est génial. Ça se finit sur une chute, mais j'ai hâte de voir la suite. Je pense pas que ça sera pour cette année malheureusement, parce qu'il vient juste de sortir. Et franchement, si vous l'avez loupé, celui-ci sortait le 8 janvier, donc chez Nathan. Voilà, gros coup de cœur de janvier celui-ci, et je suis assez bluffée pour le coup, parce que je m'attendais vraiment pas à autant être prise dans l'histoire. Et voilà, gros coup de cœur, et j'ai hâte de voir ce que va faire l'auteur, parce que c'est son premier livre traduit comment dire, en France, donc peut-être qu'elle en fera d'autres. Voilà, il faudra identifier tout ça. Est-ce que je continue? On va passer sur la veine pour un peu plus grand. Voilà, je vais y aller crescendo. On va faire un petit bond côté romance, côté un peu dark romance. Je regarde juste le temps parce qu'il ne faut pas que je parle non plus trop longtemps. Il s'agit j'ai découvert du coup la plume de Brynne Wither aux éditions Verso sur son premier tome de Tourist Season, donc c'est Season of Carnage. Ça sera une trilogie. Elle a fait notamment la série Butcher and Blackbird, qui est une série, c'est une trilogie aussi autour de tueurs en série, et il y a un lien en fait avec celle-ci. Après, c'est pas dérangeant si vous avez commencé ce livre-là. J'avais peur que ce soit un peu malsain pour le coup, mais j'aime bien parce que, enfin, c'est pas malsain. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien aussi. En fait, vous avez vraiment ce côté barré de tueurs, qui, notamment une tueuse qui habite à Carnage et qui tue des touristes parce qu'ils sont, voilà, ils sont pas respectueux, ils sont méchants, enfin ils sont mal polis, et elle veut pas de touristes comme ça dans sa ville. Ça c'est le point de départ, et elle les tue. Elle a son petit train de vie quotidien et tout. On sent qu'elle a eu un passif quand même aussi. Voilà, elle a vécu des choses vraiment pas évidentes. Elle cache beaucoup de choses. Et arrive un jour un jeune homme qui voilà, réserve sa chambre d'hôtel, tout ça. On a tout le processus. Et quand on découvre un petit peu plus qui il est, on apprend qu'il est là lui pour Harper Sterling, donc pour notre personnage principal, pour la tuer, parce qu'il veut se venger d'un événement qui a lieu il y a des années de ça. Il a eu sa liste, voilà, il a tué une par une toutes les personnes concernées, et il reste plus que Harper Sterling qui était là, le Graal pour lui, son dernier crime entre guillemets.
sauf que ça n'a pas tout à fait se passer comme prévu. Et du coup voilà, on retombe sur une série où nos deux protagonistes vont être forcés de faire équipe pour échapper voilà, à quelqu'un et régler quelques problèmes d'encarnage. Et en même temps il y a leur côté un peu tueur où c'est normal en fait de tuer, d'être un peu macabre. La romance arrive assez vite aussi, c'est assez déstabilisant. Après le côté romance, on est quand même sur quelque chose pour un public averti, assez cru, hein, je préfère vous le dire, on est quand même sur un... sur une romance ouais, plutôt poussée. En tout cas, Tourist of Season, ça a été vraiment la grosse découverte pour Brin Weaver. J'ai hâte de lire les autres travaux qu'elle a fait parce qu'on a un petit aperçu, on mentionne quelques personnages d'ailleurs qui sont dans Blackbird et dans Butcher et Blackbird, et du coup j'aimerais bien les lire, mais je crois qu'il y a le tome 1 qui va sortir en poche, donc du coup je les lirai comme ça. Je finis mon bilan avec 2 livres en VO que j'ai... un que j'ai lu et bah, les deux en fait je les ai découverts. Il y en a un surtout j'ai fini parce que c'était une lecture en cours. J'ai enfin fini, c'est A Court of Silver Flame de Sarah Gimaz, donc c'est le 4e livre. Je vais vous montrer avec la jaquette, ça sera mieux parce que je l'ai enlevé pour la lecture. C'est celui-ci. Donc c'est enfin c'est pas le dernier livre de la série parce que normalement il y en aura d'autres. Mais c'est le 4e. Non, le 5e, pardon. Le 5e, enfin... C'est le 4e si vous prenez pas leur série qu'il y a sur un Frost and Starlight. C'est vous avez un petit roman en fait qui se passe pendant le solstice en fait, et c'est la fête entre les différents personnages. Du coup lui il compte à moitié pour la série. Donc là on va dire que oui, je suis sur le tome 5. J'ai bien aimé parce que... Enfin j'ai bien aimé, mais en même temps ça m'a... il était dur à lire dans le sens où là on est sur le personnage de Cassian et Nesta. Qui sont... voilà, Nesta est la sœur donc de Fer qu'on rencontre dans le tome 1, le tome 2, puis on la découvre au fur et à mesure. Et pour ceux qui... Si vous ne connaissez pas la série Un palais d'épines et de roses, où étiez-vous ces dernières années? Franchement c'est une super série et allez-y parce qu'il y a pas mal de retournements de situation, de rebondissements et les personnages vraiment on s'accroche tout de suite avec eux et c'est génial. Donc dans celui-ci, c'était... Voilà, c'est une lecture qui a été un petit peu coup de cœur pour le coup, un peu point au cœur, surtout parce que Nesta vit des choses pas évidentes, dans le sens où, sans trop vous spoiler, en fait elle a vécu des choses dans les tomes précédents, elle est devenue voilà, ce qu'elle est. J'essaie de ne pas être trop précise, et elle accuse le coup. En fait c'est très difficile, elle a aussi voilà, perdu des personnes. Et elle est devenue... elle est très puissante, elle a acquéri une puissance qui est presque... Voilà, qui est mortelle. Déjà elle fait la part de ça parce qu'elle se considère vraiment comme une... Elle a du mal à s'aimer en fait, Nesta. Elle a un profond mal-être et ça se ressent dans ses actions, dans ce qu'elle a fait, des choses que je n'ai pas du tout compris sur le coup, mais après elle est dans un processus presque d'autodestruction. Et au début de l'histoire, en fait, ils en ont tous marre d'elle, de ce processus-là. Ils en ont marre de l'avoir voilà, de l'avoir dépérir et de faire ce genre de choix. Et du coup, ils lui disent bah maintenant, il faut que tu t'apprennes à te battre. Enfin, il faut que tu fasses quelque chose parce que nous, on va pas te laisser comme ça éternellement. Et du coup, elle va être obligée de faire équipe entre guillemets avec Cassian qui doit justement la former, qui doit la remettre un peu sur pied. On sent depuis certains tomes que Cassian est intéressée par Nesta, on le sent, on ne sait pas jusqu'où ça va cet intérêt, on se doute bien. Et au fur et à mesure on voit Nesta justement ses pensées, comment elle voit les choses, comment elle essaie de guérir de ses traumas. Et il y a des moments franchement ça fait mal au cœur quoi en fait. Même les deux protagonistes, même Cassian, je veux dire il a un passif aussi qui va se dévoiler à nous, on va apprendre plein de choses sur lui. Et du coup c'était hyper intéressant. Alors je l'ai lu en VO parce que j'ai essayé la version française pour Un palais d'épines et de roses et j'ai eu beaucoup de mal. Et du coup je m'étais offert la série en hardback et c'était, je préfère en tout cas pour la lire. C'est très facile pour le coup au niveau de la plume de Sarah Gimaz. J'ai pas été trop déstabilisée notamment au niveau des mots employés pour la fantaisie. Mais voilà, celui-ci, on verra comment la suite va se développer. Il y a forcément une suite parce qu'en plus il y a des nouveaux personnages qui viennent s'ajouter donc à la fameuse équipe de Fer, au royaume et tout. Et on sent qu'il y a quelque chose avec Azriel qui se développe. Il y a eu beaucoup de choses qui a été mentionnées sur les réseaux sociaux, donc je ne vous dirai rien. Mais je ne sais pas d'ailleurs si c'est vrai, parce que ça ne présage rien de tel, en tout cas
dans le roman. Mais voilà, j'ai continué, j'ai surtout fini et actualisé cette série-là parce que ça faisait un moment que ça traînait. J'ai du mal un peu à faire la part à prendre du recul sur ma lecture parce que vraiment le caractère de Nesta a pas été évident du tout. Au niveau de la manière dont c'était construit, ce qu'elle a traversé, il y a des moments c'était vraiment dur, on comprenait pas ses choix, on ne sait pas pourquoi elle allait par là, et en même temps on comprenait, et je sais pas, elle a été très forte là-dessus, Sarah J. Maas, parce que vous commencez avec un personnage que vous aimez plus ou moins, en tout cas Nesta par rapport au premier choix qu'elle a fait, vous pouvez pas l'aimer à 100%, et du coup vos sentiments vis-à-vis de ce personnage vont évoluer dans la lecture, et c'était assez déstabilisant mais très très chouette. Du coup voilà, j'ai essayé de pas trop vous en dire parce que c'est quand même le top 5 de la série. Mais voilà, franchement c'est génial, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va faire pour la suite. Il faut que je regarde parce que j'aimerais bien lire les autres, de ces autres univers. J'avais lu le tome 1 et 2 de Le Trône de Cristal, mais du coup de toute façon je vais les acheter dans une jolie version comme ça. Et je verrai parce que je crois qu'il y en a certains entre Crescent City, le Trône de Cristal et Akotar. Il me semble qu'il y en a qui se croisent, donc à voir comment ça va se passer. Et le petit dernier pour ce bilan de lecture, parce que sinon ça va être une vidéo assez longue, j'essayais de pas trop parler quand même. Il s'agit de Quicksilver que j'ai lu ce mois-ci, que j'ai adoré, donc de Cali Art, l'édition, je vous l'avais dit, je sais plus quand, c'est Otherscape. Pour l'édition de là-dessus c'est Bloomsbury je crois. Ouais c'est ça, j'aime beaucoup Bloomsbury pour le coup. Dans toutes les versions anglaises que j'ai pu avoir et voir, Bloomsbury je trouve qu'ils font des très très belles couvertures quand c'est pas notamment en hardback. Mais même en hardback ils font des jolies jaquettes donc voilà. J'ai changé du coup la jaquette de Quicksilver parce que je préfère clairement celle-ci. Parce que l'autre il y avait la tête de monsieur mais du coup je préfère elle, je trouve qu'elle est plus, je sais pas, j'aime bien. Quicksilver ça a été une grosse découverte, franchement je suis contente de l'avoir commandé en anglais déjà à la place de la version française parce que toujours il y a des passages quand c'est de la romance qui est décrite, c'est un peu, enfin je sais pas, je trouve que c'est un peu malaisant des fois et c'est un peu gênant à lire, mais là la version anglaise passe mieux en tout cas. Et pour l'univers, c'est génial. Franchement, j'ai adoré ma lecture. Alors comme je vous le disais, dans le début de l'univers, en fait, ça a commencé assez lentement, dans le sens où l'autrice nous présente un petit peu ce monde où on a deux soleils, où Saeris, qui est notre personnage féminin, essaye de survivre pour avoir de l'eau, parce qu'il y a tout un système avec l'eau qui est catastrophique pour le coup. Elle essaye de survivre avec ça, et en fait, suite à quelques événements désastreux, elle se retrouve propulsée dans le monde des failles, qui est dans une autre dimension en fait. J'essaye de pas trop non plus aussi vous en dire. Et apparemment, elle détient un pouvoir, notamment une sorte de pouvoir de métallurgie, si on peut dire, où elle peut influencer le Quicksilver, qui est une sorte de métaux. Alors moi, je l'apparente presque à mince, j'ai même plus le nom. Bon, j'ai pas retrouvé le nom du métal en question. C'est un métal qui peut être de consistance fluide. Ça va pas vous aider du tout, c'est pas grave. En tout cas, bref, elle a un pouvoir qui peut le contrôler, qui peut le manipuler, qui peut servir de son pouvoir, et du coup on lui dit voilà, qu'il faut qu'elle aide parce qu'il y a une guerre en cours, qu'il faut qu'elle forge des armes, qu'il faut qu'elle aide justement les failles pour cette guerre. Et du coup elle va essayer de comprendre un peu ce monde, de comprendre les failles qui l'habitent, pourquoi elle a cette capacité-là. Et essayer de survivre à tout ça surtout. Il y a une romance, c'est quand même une romantaisie avec Kingfisher, j'ai toujours du mal. Kingfisher et Quicksilver, ils pouvaient pas trouver deux noms, enfin bref. Kingfisher, voilà, qui est notre protagoniste masculin, qui est un guerrier, dont le métal en question l'a rendu malade, donc il est à moitié fou quand il enlève il a des artefacts sur lui qui l'empêchent en fait de succomber à cette folie. Il y a un protagoniste masculin comme on en voit quelques-uns voilà, dans les romans de faille, les romantaisies. Très bien développé aussi. Il y a pas mal de choses aussi, des choix qu'il a fait que j'ai pas compris dans le roman, qui m'ont tout de suite déstabilisée, puis après voilà, ça a évolué. Mais franchement c'était une jolie lecture, c'était bien écrit, l'univers aussi était pas compliqué à comprendre parce que vous commencez dans un univers puis vous arrivez dans un autre univers. Alors après la plume reste la même, les appellations aussi un peu similaires, puis en fait on découvre le monde en même temps que Saeris, donc c'est pas trop déstabilisant. Et puis le monde des failles reste un peu similaire,
par rapport à tous les livres qu'on lit. Quicksilver, donc ça a été une jolie lecture, une belle découverte pour ce premier tome. Franchement, c'est voilà, une jolie aventure aussi. La manière dont les personnages sont développés aussi, c'est assez sympa parce qu'on est dans un côté un peu militaire également, parce elle va devoir aller justement plus proche du front pour aider justement ses généraux, du coup elle va faire à leur connaissance. Il y a des figures voilà, masculines et féminines qui sont assez fortes, et non franchement c'est sympa comme tout. Je vous le recommande. Alors la version française est très belle aussi. Notamment ils ont fait, de ce que j'ai vu, ils ont fait des images, vous savez, ici là dans les... Juste après la jaquette, ils ont fait des images très, très sympas qu'il n'y a pas dans la version anglaise. Voilà, c'est le petit bonus par rapport au format. Et sinon, voilà, l'histoire laisse présager qu'il y a une suite assez... Merci Milou. C'est un tome 1, et du coup, la manière dont le tome 1 se finit, ça laisse présager qu'il y a une suite qui va être assez chouette. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, parce que le tome 1 vient de sortir en France, donc peut-être qu'il y a une date annoncée, je ne sais pas. Donc c'est tout pour ce bilan lecture un petit peu, voilà, un petit peu fouillis. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur les livres voilà, que je vous ai présentés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez eu des pépites ou des coups de cœur de ce mois-ci, n'hésitez pas aussi à me les présenter en commentaire, parce que je peux aussi louper des romans. Je prends pas tous les livres à la librairie non plus. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.